Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 6 de la Pause CAF. Après les vacances de Noël et un petit séminaire, on se retrouve ici pour continuer à parler qualité système et opérationnel. Alors, comme d'habitude depuis le début, je suis avec Romain et Arnaud. Comment ça va les gars ? Ça va bien. Ça va très bien. Super, et écoutez, on commence tout de suite. Donc la dernière fois, on avait un épisode exceptionnel sur les wikis. Si vous ne l'avez pas écouté, c'était absolument incroyable. Je vous conseille vraiment de l'écouter, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit avant. Mais en tout cas, c'est enfin une idée innovante. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas entendu un truc aussi innovant sur l'industrie pharma. Grave. Et l'épisode d'avant, donc l'épisode 4, où on tirait notre petit fil rouge sur la qualité système et plus particulièrement les déviations. Donc on avait vu la dernière fois comment faire pour construire sa procédure déviation. Donc on avait décortiqué une procédure déviation qu'on avait qu'on a écrit nous-mêmes. Donc si jamais vous la voulez, n'hésitez pas à nous contacter, je peux vous l'envoyer. Et ensuite, on avait aussi donné des conseils pour faire une méthode d'investigation. Donc l'épisode 4, allez écouter, où là on disait le truc le plus important, c'était d'avoir une bibliothèque d'outils, ça ne servait à rien, parce que du coup, ça allait que créer des investigations non homogènes de par l'affinité des personnes aux différents outils. Et la clé de ça, c'est que les outils doivent s'emboîter les uns derrière les autres en prenant la sortie de l'un pour continuer le suivant. Bon résumé. Merci. Bon, on est actuellement un viewer sur le live. Allez, c'est moi. Bonjour. C'est moi. Coucou Arnaud. On est entre nous, quoi. N'hésite pas à commenter si tu veux, Arnaud. Ouais. Je pose les questions dans le chat. Alors aujourd'hui, on va se précipiter un peu plus dans le processus déviation après l'avoir vu en général sur la procédure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à décortiquer le processus déviation, si ça vous plaît. En fait, non, si ça vous plaît pas, on va le faire quand même. Fais ce qu'on veut. Alors les gars, qu'est-ce que c'est un processus déviation ? Par quoi ça commence ? Par quoi ça commence ? Par un événement inhabituel. Voilà, c'est de là que tout part. Donc un événement inhabituel, donc il se passe quelque chose, et ce quelque chose-là, comment on sait si c'est une déviation ou pas finalement ? Alors la première chose, avant de savoir se poser la question si c'est une déviation ou pas, c'est décrire l'événement inhabituel. Très bien. Décrire, alors c'est quoi le meilleur outil pour décrire un événement ? Je vous pose la question à vous. Voilà. Romain, tu veux répondre ? Comme ça, à brûle-pourpoint, je dirais un QQ au QCCP. Ah, tiens, c'est une bonne idée. Petite subtilité dans le QQ au QCCP quand même. Moi, je rajouterais quand même QQ au QCCP AI pour action immédiate. D'accord. Qui finalement est extrêmement importante, surtout pour le qualiticien qui va pouvoir évaluer, qui va pouvoir regarder cet événement pour pouvoir évaluer Ça va permettre d'évaluer le risque et l'impact, quoi. Et là, j'ai été chez un client récemment et il y a une des énormes confusions entre action immédiate, action curative et action corrective. Tiens, ça c'est étonnant, ça. C'est pas du comme coup si c'était une confusion courante, c'est vraiment étonnant. Les actions immédiates finalement deviennent les actions correctives et c'est parti, quoi. Ouais. Encore que les actions immédiates soient des actions curatives, on peut l'entendre, mais là c'est une belle confusion là. Ouais, non, il faut faire super gaffe. Est-ce qu'on éclaircit un peu ce point avant d'aller plus loin ou pas ? Parce que c'est qu'une action immédiate finalement. Une action immédiate, c'est une action qui est prise immédiatement. Immédiatement à la détection de l'événement, dans le but de limiter un peu les dégâts, quoi. Par exemple, quand on dit, je sais pas, hop, t'arrêtes la ligne, tiens, tu fais un petit tri remontant, ou j'en sais rien, au moins un contrôle remontant, ou alors en prod, je sais pas, tu vois qu'il y a un problème,
tu vas mener un certain nombre d'actions pour juguler tout impact complémentaire qui pourrait venir à cause de cet événement. Ça va, j'ai bien répondu. Je suis globalement d'accord. Par contre, je trouve effectivement, là, c'est vrai que la frontière entre l'action curative et l'action immédiate est mince, hein, parce que justement, je pense que si ton action immédiate revient à ton action curative, finalement, tu limites d'un coup ton impact. Par exemple, hein, quand tu parles du tri remontant. Ouais. Quand tu parles du tri remontant pour limiter ton défaut, pour regarder où est éliminé ton défaut jusqu'au dernier IPC, c'est là où ça va un peu se confondre avec ton action curative. Si tu règles ta machine aussi, donc en fait là, t'es prêt à c'est repartir. Ça. Par exemple, tu as ton imprimante qui déconne et du coup, tu t'en rends compte. Et donc, l'action immédiate qui était un enchaînement d'actions, hein, qui pourrait être, tiens, hop, boum, on isole toute la partie qui a été produite depuis que l'imprimante a déconné. Donc, on remonte un peu pour voir à partir de quand ça a déconné. Et pour pouvoir relancer, tu répares ton imprimante. Et là, ça, c'est une action curative sur ton imprimante. Mais du coup, l'action immédiate peut contenir l'action curative, effectivement. Et donc, Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que si tu fais juste réparer ton imprimante, le reste de ta prod sera peut-être bon, mais t'as pas isolé la partie qui était mauvaise et pour faire les actions nécessaires de tri ou de destruction de tes unités qui ont été impactées, quoi. Sauf si tu peux le faire instantanément, enfin ouais. Oui. Ça dépend des sites, quoi. Et donc, la différence avec les actions correctives, finalement, c'est que les actions correctives, on va se demander, putain, pourquoi mon imprimante, elle est pétée? Pourquoi elle a cassé? Et comment faire pour qu'elle se casse plus dans le futur, quoi? Est-ce que c'est une patte d'impression? Exactement. Est-ce que c'est l'encre? L'action corrective est une action qui permet d'éviter qu'un problème qui est survenu ne resurvienne dans le futur. Exactement. Et finalement, après, on peut aller pousser un peu plus loin maintenant qu'on veut. L'action préventive, c'est qu'on va aller voir toutes les autres imprimantes de ce type pour faire la même action pour que on soit sûr que le défaut n'arrive pas sur les autres imprimantes aussi. Voilà. Même si ça ne s'est pas produit sur celle-là. Petite dégression sur les actions. Donc, revenons à notre fameux QQOQCCP. QQOQCCP. Alors, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est, QQOQCCP. Pour ceux qui ne savent pas. Hein, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Ça va, c'est pas mal ça. On n'est pas à l'abri d'en oublier là. Non. Et du coup, pour ceux qui savent pas très bien, pour ceux qui sont au début QQOQCCP qui s'embrouillent tout le truc, parce que c'est facile de s'embrouiller, il y a un moyen mémotechnique que moi j'employais au début, c'était CQQ, c'est occupé. C'est un peu plus marrant, mais au moins tu as toutes les lettres. Exactement. Parce que QQOQCCP, après, il y a peut-être une subtilité quand même sur le QQOQCP, si on peut juste s'arrêter un peu sur le point, c'est le pourquoi et le comment. Pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi ça s'est produit? Donc en fait, on commence à se poser les questions sur la cause, ou alors c'est pourquoi est-ce que c'est un problème? Moi, je serais plutôt partant pour dire pourquoi c'est un problème. Pourquoi c'est un que problème, le comment, c'est comment ça s'est produit et comment on l'a constaté et comment ça s'est produit. Si on redit dans le pourquoi comment ça s'est produit, en fait, on tourne en rond. Donc j'aurais tendance, après c'est un choix arbitraire de ma part, mais je trouve que ça clarifie les choses. Comment ça s'est produit? Donc là, on commence à réfléchir à la cause. Et pourquoi c'est un problème? Moi, je suis moi, j'ai une vision un peu différente. C'est pourquoi c'est un problème. Tu vas commencer à te positionner sur la gravité. Tu vois, donc là, c'est en gros la perception de la personne qui dit oh putain, j'ai un problème. Où est-ce que je me mets? Enfin, du coup, là, tu lui demandes ok, pourquoi c'est grave? Donc là, il va se positionner sur la gravité. Ça va commencer à réfléchir là-dessus. Et le comment ça a été détecté, on va se positionner sur la détection. Sur la détection sur la détectabilité du problème, à voir quel moyen était en place pour le détecter. Est-ce qu'il y en a qui ont raté avant? Et là, du coup, direct avec ces deux réponses, enfin avec ces deux questions-là, tu peux directement bien te positionner pour évaluer ta criticité derrière avec ta gravité, détectabilité, occurrence. Donc, sachant que l'occurrence, après, t'as pas forcément besoin de, enfin voilà, c'est le tout le monde. Si tu connais un peu dans ton le combien process, ou le quand.
Le quand, la fréquence, enfin voilà, faut voir après. Ça dépend un peu du type de problème aussi, hein, mais. Ouais. Ouais, le pourquoi, il aidera un peu à aider quelqu'un qui n'a pas une connaissance forcément très technique du problème à prendre une décision derrière. Mm. La qualité, Voilà. Non, ouais. Non, mais c'est vrai que, enfin, faut passer du temps sur son process. C'est ça le plus important finalement, c'est vraiment connaître son process, quoi. Donc alors, on a rempli notre QQCCP maintenant. Alors ça, moi je trouve, c'est un truc qui est super intéressant. C'est ce QQCCP là. Donc il va décrire un événement. Et donc cet événement là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a autant de, enfin non, il y a pas autant d'options qu'il y a de sites, mais tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec les événements, et c'est toujours assez intéressant. Qu'est-ce que vous en En pensez, fait, vous? déjà, il y a comment est-ce que tu remontes le QQOQCP? Il y a des sites où tu vas avoir, en fait, tout le monde a accès au QMS. Mmh. Moi, je trouve ça assez intéressant d'ailleurs. Mmh. Donc, les opérateurs ouvrent l'événement dans le QMS directement, font le QQOQCP dans le QMS. Et après, bah, derrière, on va en parler après, mais tu filtres est-ce que c'est une déviation ou un événement. Et du coup, si ça reste un événement, ça reste enregistré quand même dans le QMS. Si tu n'as pas accès au QMS, tu vas avoir plutôt un formulaire papier qui va être disponible sur le terrain. Et dans ce cas-là, je pense que ce qui est important, c'est d'organiser la collecte de ces QQOQCP. Typiquement, le responsable de la zone, le superviseur, là, quand il fait le tour de ses équipes le matin, hop, il récupère tous les QQOQCP, il ramène tout ça au point de pilotage des déviations, et lors de ce point de pilotage des déviations, tu présentes les nouveaux QQOQCP des 24 dernières heures, et là, avec la Q, la prod, tu commences à réfléchir, est-ce que c'est un événement ou une déviation? Avec la pratique quand même de faire ça, ça prend quand même vachement de temps, surtout si tu en as déjà plus que 4. Ça commence à, en fait, empiéter sur ta réunion quotidienne, et ça Ouais, devient un peu pénible. ouais, ouais. Ouais, Donc c'est clair. finalement, ce qui se passe, c'est plutôt on a eu ça, on reste après la réunion pour l'évaluer, quoi. Oui, ok, c'est vrai. Sauf si t'as pas trop de déviations. Wouhou! Et du coup, ce que tu disais au départ, c'est super important. Si tout le monde a accès au QMS pour ouvrir dans le QMS, c'est vraiment super important d'avoir l'option de ou annuler la déviation, ou enfin pour garder la trace, hein, ou de le passer en événement, parce que du coup, surtout si tes gars ils sont bien sensibilisés à la culture qualité, genre un événement il faut le déclarer, bah, tu vas être tu vas être submergé en Ouais, tu vas événement, être enfin noyé, en ouais. investigation, quoi. Ouais, carrément. Et c'est justement ce filtre déviation événement qui va permettre de mettre ton curseur investigation, enfin ton curseur réglage de problème au bon endroit, en laissant passer peut-être des problèmes qui sont pas graves au profit de mettre tes efforts investigateurs sur les problèmes qui sont plus graves, quoi. Ouais. Mais du coup, moi, ce que je dirais, c'est que quand tu vas utiliser le filtre, quelle que soit la forme de ton filtre, en amont de ça, sur la base de ton QQQCP, tu vas commencer à utiliser l'outil danger, risque, impact. L'idée étant de se dire le danger, donc qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a constaté, le quoi de ton QQQCP. C'est lister, bah, c'est quoi les risques, donc qu'est-ce qui pourrait se produire à cause de ce quoi. Et de lister ça, ça va énormément t'aider à bien utiliser ton outil de filtre entre événements et déviations. Et donc, j'aurais tendance à dire faire ça avant de trancher événement-déviation, plutôt que de le faire après avoir dit tiens, c'est une déviation, maintenant on va se poser les risques. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que bah, en faisant ça de manière collégiale, hein, avec la prod, la Q, la maintenance, selon le sujet, ça te permet de potentiellement identifier des risques auquel tu n'aurais pas pensé tout seul, et du coup bah, orienter vers un événement alors que c'est une déviation. Et inversement, ça permet aussi de réduire un peu la peur que certains peuvent avoir face à un événement inhabituel, et de surévaluer le risque sans vraiment se poser la question de c'est quoi les risques, et donc d'orienter un événement vers une déviation alors que c'est un événement. Tu veux ajouter un truc, Romain? Non, c'était Alors, très complet.
un avantage intéressant de faire ça de manière collégiale avec qualité prod, c'est que la prod, elle va avoir une vision très process de l'événement, donc c'est-à-dire de la machinabilité un peu, si tu vois. Par exemple, un exemple tout bête, c'est voilà, ton comprimé, il est un peu plus épais. Du coup, l'acaliticien, il va dire, bah, est-ce qu'on est toujours dans les spécifications déposées de la MM? Tu dis, ouais. Et là, tu as le gars de la production qui peut dire, ouais, mais est-ce qu'on est sûr que ça passe dans la distribution? C'est-à-dire, le comprimé, Exactement. il va bloquer dans la distribution et tu pourras pas le remplir de tes alvéoles. Ah. Et inversement, par exemple, je sais pas, moi, il y a un opérateur qui fait tomber un bouchon d'oreille dans la cuve. La prod fait, bah, c'est pas grave, on filtre. Et le qualité va faire, ouais, mais les gars, contamination, quoi. Ouais. Donc, ces deux visions ultra complémentaires, qualité-production, et c'est pour ça que c'est très important d'évaluer ces événements avec la production et la qualité, parce que chacun Ouais. a un mot à dire très très intéressant sur le sujet, quoi. En fait, il n'y a rien de pire que la prod qui déclare un QQ/QCP, hop, tiens, je te le donne à la qualité, et la qualité dans son bureau qui tranche si c'est un événement ou une déviation tout seul dans son coin. Il n'y a rien de pire. Vraiment, à 2 ou 3 cerveaux, tu vas avoir beaucoup plus de compréhension de ce qui se passe. Et du coup, tu vas pouvoir te positionner de manière beaucoup plus rationnelle et non pas émotionnelle, on va dire. Et alors là, du coup, petit élément de diagnostic chez vous, comment on peut faire, Arnaud, pour savoir où est-ce qu'on en est dans ce processus-là? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'en regardant, par exemple, je sais pas moi, la proportion, la quantité de déviation annuelle, la proportion mineur majeure critique, est-ce que du coup il y a des éléments qui peuvent nous permettre, qui peuvent vous permettre, en tout cas chez vous, de vous poser la question, ok, où est-ce que j'en suis chez moi dans ma déclaration d'événement? Alors, si on reste sur la notion de événement déviation et pas encore tout à fait sur la criticité, pour moi, les éléments de diagnostic, déjà, ça nécessite d'avoir la trace des événements qui ont été remontés. Et en fait, c'est d'aller regarder sur ces... Voilà, comparer un peu, bah tiens, un coup, le même type d'événement, un coup, il est ouvert en événement, un coup, il est ouvert en déviation. Et si c'est le cas, là, il y a un souci, ça veut dire que la décision, elle est pas rationnelle, elle est hétérogène en fonction de la personne qui prend la décision. Et du coup, ça veut dire qu'il faut travailler soit à renforcer la notion de décision collégiale, soit peut-être à retravailler aussi ce filtre pour filtrer événements déviation, quoi. Mmh. Donc trop important ça aussi, ouais, effectivement, c'est garder la trace. Donc là, il y a plein donc comme je disais, hein, une fois qu'on a le QQ au QCCP, si c'est un papier et qu'on le met dans le dossier de l'eau derrière, il part avec le dossier de l'eau. Là, pour avoir un historique de tous les événements qu'on a eu l'année, il faut rouvrir tous les dossiers de l'eau. Très compliqué. Donc là, il faut vraiment essayer, si vous avez même pas le formulaire papier, donc c'est-à-dire, voilà, il y a un événement, on en parle et puis on met un commentaire dans le dossier de l'eau. Là, c'est chaud. Il faut essayer, et du coup, là, c'est là où vous allez quand même pas mal pédaler pour implémenter ce formulaire papier. Parce que du coup, les gens, c'est un truc en plus, c'est pas notre boulot, on va pas faire ça. Mais sachez, réécoutez cet épisode et puis écoutez les suivants, vous allez voir tous les avantages que vous avez à gagner à commencer à collecter les événements pour l'amélioration continue. Vous allez voir, vous avez déjà vu peut-être. Trop intéressant. Et donc après, une fois qu'on a ce formulaire papier, il faut vraiment faire l'effort de commencer à se construire une base de données d'enregistrement de ces événements pour justement pouvoir les comparer et voir si parfois, rétrospectivement, il y a plein d'avantages à enregistrer ces événements. On peut déjà voir si on est au bon niveau, mais surtout, si on a un peu de temps, on n'en a jamais, on peut se faire un peu plaisir une fois tous les ans ou tous les 6 mois à faire un Pareto des événements pour traiter le premier ou les 2 premiers événements récurrents avant qu'ils ne deviennent trop sévères, quoi. Et puis, Et moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Ce qui serait, alors après ça, c'est un doux rêve de ma part là-dessus. Mais ce qui serait trop fort, c'est qu'en face de chaque événement, tu es, tu sais, comme on disait, application de danger-risque, tu es la liste des risques que tu as identifiés. Comme ça, boum, tu as un événement. Ah, attends, on a déjà eu ça. Ah, regarde, on avait identifié ça comme risque. Tu vois, ça peut aussi t'aider à réfléchir à tes risques. Je sais très bien que ça, j'y crois moyen que ça se mette en place un jour quelque part. Et pourtant, et donc je vais rajouter ça aussi sur le truc de
on n'a pas le temps, ou quand tu disais les gens ils vont dire c'est un truc en plus. Moi, en fait, j'en ai marre de voir la façon dont on prend en charge les déviations sur les sites. Putain, le process déviation, c'est un process qui est ultra clé dans ta libération. Il va avoir un impact sur tes temps de cycle, il va avoir un impact sur la qualité, il va avoir un impact sur la récurrence de tes problèmes. Et en fait, on a l'impression que ce process, il n'est pas pris à sa juste valeur. Et du coup, on donne ça en plus à un tel, ouais, il aura ça en plus dans son activité, c'est pas très grave. Putain, mais il faut l'organiser en fait, parce que ce process, il est super important. Et l'efficacité de ce process, en fait, il va impacter l'efficacité de ta libération, de ton temps de cycle de libération. Et dans le futur, il va impacter aussi ta maîtrise qualité de ce que tu fais, quoi. Donc, il devrait avoir beaucoup plus de poids et il devrait être beaucoup plus considéré dans l'organisation, dans les gens qu'on met sur ce process, et pas dire tiens, on vous rajoute ça en plus, quoi. C'est très simple, je vais m'adresser à tous les anciens de l'automobile. Tous ceux qui disent qu'ils sont de l'amélioration continue du lean. Vous êtes des qualiticiens. Et vous faites, ce que vous faites, c'est que vous faites du processus de déviation. Et non, mais c'est vrai, tout ce qu'ils font, en fait, ils ont apporté les méthodes du lean de l'automobile dans la pharma sans regarder comment c'était déjà foutu dans la pharma. Et en fait, c'est déjà sous la forme du processus de déviation, quoi. Si tu appliques le processus de déviation tel qu'il est décrit, normalement, tu devrais faire exactement c'est marrant, on collecte les événements sur une ligne de prod, on les analyse et puis après, on essaie de répondre au plus important. Oui, On passe le bonjour aux 4 auditeurs, donc 3 si je m'enlève moi, qui sont venus nous rejoindre. Et bonjour à vous. On est en train de casser du sucre sur les gars du film. Ils sont bien. Mais c'est dommage qu'on n'a pas. Je sais pas quand est-ce que ça arrivé l'espèce de scission entre l'amélioration continue et la qualité. Peut-être qu'ils se sont dit un jour la qualité ils sont trop lents et ils font n'importe quoi. Du coup, on va faire un service d'amélioration continue qui va s'occuper de l'efficacité de nos lignes. Ouais, peut-être que quand tu parles de la qualité, en tout cas si tu regardes dans l'industrie pharmaceutique, le conflit qu'il y a entre la qualité et l'amélioration continue, comme tu le décris, c'est la charge que peut représenter, entre guillemets, la traçabilité quand tu rentres dans le process qualité. Mais en même temps, cette traçabilité, à mon sens, bien évidemment qu'elle a une nécessité compliance, mais en même temps, ça te permet aussi, quand tu reprends les trucs plus tard, dans les années plus tard, au moins, tu es capable de recomprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est pas non plus un truc inutile, cette traçabilité. Ouais, mais c'est clair. Et donc, pour en revenir aux événements, donc on avait dit évaluation collégiale. Et après, donc c'est collecte des événements, donc les mettre, les enregistrer pour pouvoir les analyser plus tard. Et donc après, l'élément de diagnostic, effectivement, comme tu disais, c'était regarder si tous nos événements sont évalués pareil. Après, tu as dit que sans aller jusqu'à la criticité, sans aller jusqu'à l'évaluation de la criticité qu'on verra dans un prochain épisode, mais néanmoins, si vous vous retrouvez avec 95% de mineurs, ça veut probablement dire que vous laissez passer, que du coup il y a un problème. Il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup trop de choses qui passent. Et un truc aussi qui m'inquiétait quand tu disais que tu voulais les risques associés à chaque événement, c'est que là pour le coup, tu vas monter la tête de nos en tant que qualiticien. Du coup, si je commence à lister tous les risques, j'ai peur que si tu commences à le faire, tu vas augmenter artificiellement ton nombre de déviations, quoi. En vrai de vrai, moi ce que je pense, c'est que entre l'ouverture de l'événement et la décision, est-ce que c'est un événement ou une déviation, tu devrais te permettre de prendre un peu de temps, 2, 3 jours, et en fait, en face de chaque risque, avoir identifié quelle action mener pour vérifier si le risque, donc quelque chose de probable, est réel et donc n'est plus un risque et un impact. Et dans ces 2-3 jours, aller mener ces actions, et en fait, ça te permet dans ces 2-3 jours de te rendre compte potentiellement que les risques que tu as identifiés ne sont pas réels, et du coup qu'en fait tu as 0 risque, ou alors que tu as des risques qui sont réels, c'est des impacts, et là en fait la décision de déviation elle est encore plus simple.
Ou alors, dans ces 2-3 jours, t'es pas capable de récupérer les éléments pour évaluer si ton risque est un impact. Et dans ce cas-là, tu restes sur une évaluation basée sur le risque. Ce que tu es en train de dire, c'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est la vision, c'est la vision lointaine. C'est-à-dire que du coup, si dans ton site, tu es trop dans la merde parce que du coup, tu n'arrives même pas à investiguer correctement tes déviations parce qu'il y en a trop, etc. Ok, mais du coup, il faut avoir cette vision-là de ce que tu devrais faire théoriquement sur tes événements pour pouvoir conduire tranquille, pour pouvoir conduire des actions pour y arriver. Donc, comment faire pour gagner du temps, pour faire gagner du temps aux personnes ici et là sur différents trucs. Donc, effectivement, j'entends déjà les gens commencer à prendre leur fourche et leur torche pour venir te brûler en disant qu'on n'a pas le temps de faire ça. Mais en fait, c'est pas du tout le sujet. T'as totalement raison. En fait, c'est comment ce qu'on devrait faire idéalement dans un process qui fonctionne, quoi. Ouais, alors je me permets, excuse-moi Romain, aux gens qui prennent leur fourche et leur torche pour venir me brûler, je me permettrais de dire, ok, c'est bien gentil de dire, ouais, mais on n'a pas le temps de passer 3 jours à faire ça. Et après, derrière, en fait, on démarre l'investigation 10 jours après avoir ouvert. Donc, voilà, un peu de foutage de gueule, là. Oui, c'était juste pour une précision. Ça, tu le fais sur tes événements. Si ça a déjà été identifié comme un événement. Parce qu'il faut pas que ça prenne le pas sur ton investigation. Si tu te prends 2-3 jours avant de commencer quoi que ce soit. Pour moi, tu peux le prendre que ce soit un événement ou... En fait, c'est avant même d'avoir tranché si c'est un événement ou une déviation. Mais du coup, si tu tranches que c'est une déviation, tu vas avoir, sur ta gestion de risque et d'impact, tu vas avoir commencé à travailler dessus. Parce qu'en gros, si tu l'ouvres en déviation, ça veut dire que oui, il y a un impact sur mon activité, ou alors, si tu n'as pas réussi à démontrer que c'était vrai, il y a un risque qu'il faut qu'on évalue dans le cadre de l'investigation de manière plus poussée. Mais au moins, déjà, tu prends une décision sur un truc beaucoup plus clair, et derrière, tu sais aussi qu'est-ce que tu dois faire dans ton investigation pour lever l'impact. Ouais, mais c'est que du coup, dans un système idéal, moi, je voyais de démarrer l'investigation directement après la survenue de l'événement, quoi. Enfin, au plus proche, en tout cas. Du coup, si tu te prends 2-3 jours pour évaluer tes risques... c'est un peu ça qui dit, en fait. C'est que ce que tu fais, les actions que tu mènes pour évaluer tes risques sur ton événement, elles font partie de l'investigation. Donc, oui. En fait, c'est que tu intègres une partie de l'investigation systématiquement, quoi. Je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, Romain. C'est vrai qu'on aimerait commencer la recherche des causes au plus tôt après l'ouverture de la déviation. Et heureusement, l'application du danger risque impact, tu vas pas te retrouver à avoir 90% de tes événements où tu vas te poser des questions ultra complexes là-dessus. Donc, quand je dis 2-3 jours, sur la majorité de tes événements, à mon avis, dans les 24 heures, tu as les infos. Et si tu les as pas, c'est que potentiellement, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, quoi. Et c'est que tu vas peut-être être en face d'une vraie déviation, quoi. Tu peux commencer l'investigation plus tôt. Messieurs, chers auditeurs, ça y est, la pause café est terminée. On a réussi un exploit que je ne pensais pas possible, pouvoir parler 30 minutes sur le QQXCCP. Ouais, c'est ça. Parce que juste avant qu'on démarre, ça serait bon de rappeler que Paul Adrien disait ouais, mais on va parler de tout ce qu'il faut faire dans une déviation, ça va nous prendre 5 minutes et après on approfondit quoi les gars, parce que franchement ça va être creux. Résultat des courses, on n'a même pas passé l'étape 2. On a encore au moins 10 épisodes faciles sur les déviations. Enfin bon, du coup, merci à tous de nous écouter. Prochain épisode la semaine prochaine où on parlera probablement du filtre. On va rentrer un peu dans le détail du filtre déviation, pas déviation. Voilà, maintenant je m'avance plus de trop. Ça va peut-être nous prendre 3 épisodes. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous suivre. On n'a pas de questions en ligne Non, pas de questions, juste des bonjours. Et puis on est plus que 1, donc je suis très regardé. Voilà. C'est parce que tu as insulté tout le monde de qualiticien, tout le monde s'est barré. Le prochain coup, je créerai un événement. J'essaierai de le créer mercredi pour que tout le monde soit au courant. Ou peut-être jeudi, j'espère.
Faites-nous part de quand est-ce que vous voulez que l'événement. La vache. Allez, merci à tous de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode.